Du Trisac. Même si tous les chapeaux lui font, il ne parle jamais à travers son chapeau. Vous écoutez Du Trisac. Cybèle Olivier prend la relève. Cybèle, bonjour. Bonjour Benoît. Bon, aussi, je vous rappelle qu'on aura le porte-parole de Santé Québec, le directeur général aux relations médias gouvernementales Santé Québec, Yann Landlet-Plante, pour tout l'argent qui est investi en Santé Québec et les promesses de la Top Gun. Oui. Voir si ça s'est amélioré depuis sa création. On a avec nous Maître Caroline Amirault, qui est directrice générale de l'Association des constructeurs de routes et grands travaux du Québec. Maître Amirault, bonjour. Bonjour, M. Dutrisac. Expliquez-moi donc une chose avant qu'on commence, vous là. Oui. Comment ça fait qu'une avocate à la tête de l'Association des gars de la Construct? C'est une bonne question. Je pense qu'ils ont fait le meilleur choix en ville. Ils m'ont choisi, puis je suis là. OK. Non, mais est-ce que vous vous intéressez au monde de la construction ou... Oui. Non. En fait, quand on devient avocat, on peut choisir plein de spécialités. Puis très rapidement, dans ma carrière, j'ai choisi le droit de la construction. J'ai travaillé avec des entreprises en construction pendant plusieurs années. J'ai dirigé une autre association qui était l'Association québécoise des entrepreneurs en infrastructure pendant 17 ans à la direction générale. Puis là, depuis l'automne dernier, je suis à la FRGTQ. Mais dans notre travail, notre principal travail dans des associations patronales, c'est de faire des représentations gouvernementales pour modifier des lois, des règlements, des normes. Alors, le côté juridique me sert beaucoup dans mon travail. Parfait. Là, ça vient de sortir. Là. Vous l'aviez sorti ce matin. Là, il y a comme un rapport. Vous êtes un groupe vous représentez des experts en travaux de route, en chantier. Puis vous exigez quoi du gouvernement? En fait, le regroupement pour devenir route au Québec est constitué de plusieurs organisations et des gens qui sont spécialisés au niveau de Bitume Québec, de CA Québec, des gens qui regardent nos routes au Québec, Colas Québec, des entreprises qui produisent des matériaux pour faire les chaussées. Il y a le Conseil du patronat du Québec qui est là aussi, un professeur en génie du droit de la construction et Eurovia Québec aussi, construction qui fait des travaux de route sur nos routes au Québec. Avec ce regroupement-là, ce que ça nous permet, c'est d'avoir un tour d'horizon des améliorations qu'on pourrait apporter pour faire en sorte que nos routes soient faites de meilleure façon. Parce que comme organisation, comme regroupement, on estime qu'on peut apporter notre part de contribution à trouver des idées, des solutions. Puis c'est ce qu'on a présenté ce matin. On a émis 5 recommandations. La première, c'est de mettre l'argent à la bonne place. Vous allez me dire, c'est simple comme recommandation, mais on souhaite que le gouvernement change un peu sa façon de faire les choses. Parce qu'au Québec, on va construire une route, on va pas l'entretenir ou très peu. On fait très peu d'entretien au Québec. On va réparer puis on va reconstruire. Ça, on est très bon là-dedans. Mais dans la phase d'entretien, ce qui est peut-être politiquement moins avantageux, parce que quand la route semble en bon état, si un politicien dit moi je vais aller l'entretenir, je vais aller remettre une couche de chaussée de prévention, ça passe peut-être moins bien au niveau sociétal. Sauf que si on faisait au niveau de l'entretien, ça va nous coûter, je vous dis, chiffre là, $1, mais si on attend que ça soit réparé ou reconstruit, là, on est à 6 ou 10 fois plus cher. Alors, on devrait changer cette mentalité-là en prévoyant des budgets consacrés à l'entretien. On n'a pas ça ou on a très peu de budget consacré à ça. OK. Je vous arrête là-dessus, Maître Amirault, parce que je vais vous écouter sur les 5 recommandations. Là, je pense que c'est important de les entendre. Mais quand on parle de construction des routes, il n'est pas là le problème à l'origine quand on voit, puis c'est le cliché qu'on entend partout. Tu vas en Ontario, tu vas au Maine, dans le Maine, dans le Vermont, les routes sont en meilleur état qu'au Québec. Est-ce qu'on construit mal nos routes? Est-ce qu'on utilise les mauvais matériaux? Mais c'est exactement pour ça que je vous expliquais la construction, l'entretien, réparation, reconstruction. Les autres provinces du Canada, les États limitrophes américains entretiennent leurs routes. Ce que nous, au Québec, on fait très peu. Je vous ai compris sur l'entretien. Moi, je vous parle de la construction à l'origine. Est-ce qu'on met les bons matériaux pour que les routes soient en bon état plus longtemps, qu'on n'ait pas justement à les entretenir sans arrêt? Mais voyez la beauté du regroupement, c'est d'avoir tous ces experts-là autour de la table. On a eu cette discussion-là ensemble. Okay. Et ce qu'on comprend, c'est que depuis les 30 dernières années, on fait toujours la même recette. Toujours le même gâteau avec à peu près toujours les mêmes résultats. Notre deuxième recommandation, c'est justement pour contrer ça, de miser sur l'innovation.
Parce que vous avez des entreprises au Québec qui font des travaux au Québec, mais qui en font dans d'autres provinces, qui en font en Europe, et qui voient que certains produits différents sont utilisés sur d'autres routes et ils voient les résultats. Mais l'innovation est très difficile au Québec, si on peut le dire ainsi. Alors, il faudrait avoir une opportunité, une ouverture à amener des nouvelles technologies, des nouveaux matériaux qui seraient plus durables, comme on le voit ailleurs dans le Canada et aux États-Unis. Et qu'est-ce qui empêche ça? C'est une bonne question. Peut-être que c'est de faire les choses différemment. Il faut changer les façons de faire. Il faut changer les façons de... Justement, quand on a un regroupement en place, là, on s'approche des prochaines élections, on va amener ces recommandations-là aux partis politiques, aux prochains partis politiques. On va voir si certains d'entre eux auront le courage de les mettre dans leur plateforme électorale, mais il faut changer la façon de faire parce que le gâteau, il lève toujours de la même façon. Puis on le voit, l'état des routes est difficile à rattraper. Bon, et la troisième? La troisième, on suggère aussi de recycler davantage les matériaux qu'on utilise, qu'on a sur nos chantiers, qui pourraient être ramenés de façon à améliorer la qualité des travaux exécutés. Ça fait en sorte que si vous recyclez sur place pendant que vous faites les travaux, vous faites moins de transport aussi pour amener vos matériaux. Ce qu'on constate à travers certains chiffres, là, on nous donne des statistiques qu'à peu près au Québec, il y aurait 14 % de recyclage au niveau des chaussées souples. Alors que le reste du Canada, on est plus autour de 30 % et même dans les pays asiatiques, on est autour de 45 à 50 % de recyclage. Donc, on aurait des économies de coûts importants et ça nous permettrait justement de réutiliser ces matériaux-là pour faire en sorte de réduire les coûts. On aurait des réductions au niveau de l'émission de nos GS aussi. Mais qu'est-ce qui empêche l'industrie de le faire? Il faut changer les façons de faire, il faut changer la culture, il faut démontrer. Si on pouvait avoir l'opportunité de partir certains projets pilotes, ça serait assurément intéressant de voir un tronçon de route fait avec 50 % de recyclé. Comment est-ce qu'on porte pendant 5 ans, pendant 10 ans? Mais il faut avoir le courage politique d'aller vers ça, puis de faire des modifications et de proposer des projets pilotes. Mais êtes-vous en train de me dire que ça prend, à chaque fois là, que vous allez vous proposer quelque chose de nouveau, ça prend l'approbation du ministère des Transports? La plupart des routes au Québec, les routes numérotées, comme on le sait, sont sous la gouverne du ministère des Transports. Vous avez aussi beaucoup de routes municipales. Dans les villes, dans les villes, les municipalités. Fait que ça prend des discussions avec ces instances-là pour avoir la possibilité d'amener des innovations. Je mets le singe sur vos épaules, Mme Amirault. Oui. Pourquoi vous le faites pas, vous autres, puis vous arrivez pas aux municipalités ou au ministère des Transports à dire, regardez, là, ce projet-là, on l'a fait de cette façon-là, puis les résultats sont meilleurs. Alors, dorénavant, on le fait comme ça. Pourquoi vous prenez pas l'initiative de le faire? Ça serait si simple si on pouvait le prendre de ce singe-là. Puis je suis certaine que plusieurs entreprises au Québec seraient prêtes à le prendre puis à faire ces travaux-là puis à apporter ces innovations-là. Mais on est avec des règles contractuelles qui ne nous permettent pas de faire. Les entreprises qui répondent à des appels d'offres au Québec, justement, répondent à des appels d'offres. Et dans l'appel d'offres, vous avez une recette qui doit être suivie. Puis nous, on n'intervient pas pour changer l'appel d'offres. On répond à l'appel d'offres et on réalise l'appel d'offres. Oui, mais là, vous sortez pour dire il faut faire ça autrement, mais l'industrie, puis vous blâmez le gouvernement puis les autorités municipales, mais l'industrie même, vous osez pas faire ça différemment. Dans le fond, Mme Amirault, vous êtes pas mieux que les fonctionnaires. Vous pouvez le prendre comme ça, mais je pense qu'on est là pour amener des solutions, puis si on était dans un milieu où on... Pardon? Mais faites-le! Il y a des projets qui ont été réalisés. Si on prend le pont de la Confédération à l'île du Prince-Édouard, c'est un pont qui a été fait en PPP. C'est un modèle d'affaires différent, un modèle d'appel d'offres différent. Ouais. C'est une concession. Et ce pont-là a été fait il y a 30 ans déjà. Je pouvais pas croire que ça faisait déjà 30 ans. Si vous saviez. Mais cette entreprise-là a la gestion de son pont. Et quand elle est en gestion, elle a déjà fait 2 couches d'entretien préventif pour son pont. Il devrait en avoir une autre cet été. C'est des façons de faire différentes, mais on est dans un marché au Québec. C'est pas une question de courage ou d'y aller ou de pas y aller. On ne peut pas changer les règles d'attribution de contrat au Québec. Là. Ça ne nous appartient pas. Ça appartient au gouvernement. Ouais, les plus bas soumissionnaires, là, ça, c'est comme une fausse bonne idée. Je vous dirais que vous avez raison, 50 % parce qu'il y a des modes d'appel. En fait, chaque projet qui est lancé au Québec devrait avoir son mode d'appel d'offres
qui lui est propre en fonction des technicalités. Il y a des règles de plus bas soumissionnaire qui sont encore utiles, qui vont rester. On peut pas jeter le bébé avec l'eau du bain, là. Cette règle-là va perdurer dans le temps pour des projets simples et des projets rapides. C'est efficace, c'est prouvé, puis ça fonctionne bien. Mais des projets de plus grande envergure où on a des problématiques plus grandes, ben ça pourrait nécessiter des modes plus collaboratifs où là, dans ces modes-là, on a l'opportunité d'amener de l'innovation, d'amener des suggestions, de s'asseoir à la table en amont pour travailler le document d'appel d'offres avec le donneur d'ouvrage et là, on a de meilleurs résultats. OK. Heureusement, au Québec, excusez. Non, mais juste là-dessus, Mme Miro, on a sorti les chiffres, le tunnel Hippolyte-Lafontaine, vous aussi, vous l'avez sorti. Là, à l'origine, en 2020, on parlait d'1,4 milliard. Là, on est rendu à presque 1 milliard de plus. Le pont de l'île aux Tourtes, en 2022, on parlait de 376 millions. On est rendu à 2 milliards 300 millions. Pont Île d'Orléans, à l'origine, c'était 400 millions en 2014. On est rendu à 2,7 milliards. C'est complètement insensé. On avait, en janvier dernier, à notre congrès, un professeur de l'Université Laval qui est venu faire une conférence justement là-dessus, sur les annonces gouvernementales qui sont faites par les politiciens, avec un prix qui est quelquefois peut-être sous-estimé ou qui prend pas en considération. Est-ce que les prix sortent trop tôt quand on sort des projets? Ça, c'est en tout cas, l'étude de M. Hudon était super intéressante à ce sujet-là. Est-ce qu'on parle de dépassement de coûts ou on parle de mauvaise estimation des coûts? Il faut faire attention aussi quand on sort ces chiffres-là pour voir de quelle façon les choses sont réalisées. Ouais, mais quand même, là, quand tu vois le pont de l'île d'Orléans, une augmentation de 590%, c'est soit que c'est malhonnête, c'est soit incompétent, où la commande n'est pas claire, ou il y a de la collusion encore, il y a encore de la corruption. Faut se rappeler de la commission Charbonneau, puis c'est encore nous autres qui payons la facture, là. Ben là, la commission Charbonneau, elle a fait ses œuvres. Il y a des mécanismes qui ont été mis en place. Nos entreprises sont supervisées, surveillées. Il y a l'AMP, il y a l'AMF, il y a plusieurs mécanismes qui sont mis en place pour faire en sorte que les entreprises respectent les règles contractuelles au Québec. Moi, je pense que cette hypothèse-là, en tout cas, la commission Charbonneau a fait son œuvre dans la construction au Québec. Ouais, mais quand tu as une augmentation de 510% pour le pont de l'île aux Tourtes, il y a quelque chose qui marche pas, Mme Miro, là. Ben, on en rediscutera. Moi, j'ai pas ces chiffres-là sous la main, mais c'est pas, je sais pas quoi vous répondre à ce moment-ci, mais il y a assurément des discussions à avoir avec les instances, puis je serais curieuse, moi, d'entendre les parties prenantes du projet qui pourraient vous expliquer de long en large les raisons de ce défi. Oui. Est-ce que c'est vraiment un dépassement de coût ou c'est une mauvaise évaluation? Pour revenir aussi à ça. Et vous demandez aussi d'accélérer le transfert d'expertise. Oui. Exactement. Parce qu'il y a beaucoup de tables il y a quelques tables qui existent entre les associations patronales, les entrepreneurs, le ministère des Transports, les ingénieurs, mais les universitaires gagneraient à avoir leur place aussi sur ces tables-là pour qu'ensemble, tous ensemble, on puisse avoir des solutions qu'on souhaite amener, tester, avoir des projets pilotes pour faire en sorte que les connaissances qui sont acquises, développées par ces universitaires-là et les entreprises qui font ces produits-là puissent être amenées de l'avant. Bon, dernière question, Mme Miro. Je sais c'est quoi votre réponse, mais je la pose pareil pour le fun, parce que vous allez avoir une grosse journée. C'est quand la dernière fois qu'on a eu un ministre des Transports compétent, selon vous? Ah, mon Dieu! C'est une bonne question. Ouais. J'imagine que tous les ministres des Transports écoutent présentement, alors je vais me réserver... Je vous dirais que si, mettons, j'avais adressé un portrait d'un bon ministre, là, il y en a eu d'excellents. By the way, il y a des gens qui ont annoncé des choses et qui les ont réalisées. Il faut saluer ça aussi. Mais un ministre des Transports qui est capable de prévoir, d'établir de la prévisibilité dans son ministère, de mettre en place des appels d'offres à l'automne précédant l'année de saison des travaux de construction, ça, c'est un excellent ministre des Transports à notre avis. Un ministre des Transports qui va avoir une prévisibilité à long terme, qui n'aura pas de soubresaut une année, oups, on est proche des élections, on diminue les investissements, qui est pas lié par la tendance politique. Ça, c'est un bon ministre aussi. Parce que quand on a une stabilité, une prévisibilité dans les travaux, ben les entreprises investissent dans leurs entreprises, elles investissent dans le recherche et développement, dans les équipements, puis elles savent ce qui s'en vient. Alors, c'est plus stable, les coûts se stabilisent aussi. On n'est pas toujours en montagne russe, alors
Moi, ça serait des qualificatifs que je donnerais à un bon ministre des Transports. OK. Puis de votre côté, au regroupement pour de meilleures routes au Québec, Mme Amirault, quel changement vous devez faire pour être meilleur? Ben, on a plusieurs idées dont je vous ai parlé tout à l'heure. Nous, on est prêts, là. Les entreprises sont prêtes à travailler avec le gouvernement pour mener à bien les suggestions que je vous ai présentées tout à l'heure. Les entreprises sont pleines d'idées, de choses qu'elles ont développées. Non, vous êtes bonne, là, mais c'est pas ça ma question. Non, mais vous êtes pas parfait, vous autres là, les constructeurs de routes, les grands travaux, vous êtes pas parfait. Alors, où est-ce que vous devez vous améliorer pour donner des meilleurs rendements, des meilleurs services? On voit les chantiers déserts, on voit ça, le monde qui est appuyé sur une pelle à jaser, ça se traîne les pieds. Les chantiers, ils durent des semaines, des fois, ça finit plus de finir. Vous aussi, vous avez un mea culpa à faire, là. Vous aussi, vous avez des améliorations à apporter. Ben, je suis d'accord avec vous. On a tous à faire une partie. Un tango, ça se lance toujours à deux. Mais quand vous dites qu'il y a des gens, des chantiers abandonnés, mettons, là, présentement, je suis à Montréal. Là. Je sais qu'il y a des chantiers, que les gens peuvent avoir l'impression qu'il n'y a personne sur le chantier, il n'y a rien qui bouge. Comment ça se fait que ça bouge pas? Ben, Montréal ou d'autres villes, là, les travaux avancent, on creuse, on découvre des choses. C'était pas dans les plans et devis. Faut s'arrêter, il faut attendre les autorisations nécessaires. On peut pas repartir les travaux. Fait que des fois, on entend beaucoup l'expression des travaux, des chantiers fantômes, mais il y a des raisons en arrière de ça qui font en sorte que Puis dites-vous qu'une entreprise, quand elle réalise des travaux, son intention, c'est pas de rester là 6 mois. Son intention, c'est de faire le chantier, de le réaliser, sortir, puis aller en faire un autre. Ouais. Alors, si elle s'arrête, ce n'est pas parce qu'elle souhaite s'arrêter ou jaser sur le bord d'une pelle, c'est parce qu'il y a une raison pour laquelle on attend. Mais Mme Amirault, vous devez admettre... Il y a de la formation qui peut être faite au niveau de nos entrepreneurs pour améliorer la réalisation des travaux. Ça, il faut rester ouvert à ça aussi. Mais vous devez admettre qu'il y a des entreprises qui prennent plus de contrats qui sont capables de remplir. Ça traîne. Je ne sais pas. Vous savez pas? OK, regardez ça de votre côté, vous me reviendrez. Ouais. Ben oui, mais rappelez-moi, ça va me faire plaisir. Parfait, ça marche. Bon, mais je pense que le message est important, puis on veut que nos routes soient en meilleur état. Ce n'est que pour la sécurité de tout le monde. On veut que le travail soit bien fait et en temps, selon les chantiers. J'espère qu'il y aura une réaction à ce rapport avec nous, Mme Caroline Amirault, directrice générale de l'Association des constructeurs de routes et grands travaux du Québec, pour le regroupement pour de meilleures routes au Québec. Hey, on en fait partie de ce regroupement-là, nous. Ben merci, j'apprécie beaucoup de vous avoir reçu. Merci. Au revoir. Au revoir.